Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Retour dans ce journal sur la conférence de presse conjointe animée hier par Mohamed Aziz Darouez, le commissaire des Jeux méditerranéens, et le vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens, Bernard Amsalem, tenu à l'issue des rencontres de coordination entre le Comité international des Jeux méditerranéens et le Comité d'organisation d'Oran, tenu hier et à J-50 du lancement officiel des JM d'Oran. Nous parlerons dans cette édition de la production d'aliments de bétail en silage et l'exemple depuis la wilaya de Mnéa, considérée comme wilaya leader dans ce domaine, 2,5 millions de quintaux d'aliments produits par an. Et à la fin de ce journal, le haïk dans toute sa diversité et splendeur, ce vêtement féminin ancestral porté par la femme algérienne dans les 4 coins du pays. Bienvenue à vous tous. L'Algérie célèbre demain le 77e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Une date décrétée par le président de la République, journée nationale de la mémoire qui sera célébrée annuellement à travers tout le territoire national et au niveau des représentations diplomatiques à l'étranger, à l'instar de toutes les fêtes et journées nationales, en hommage aux martyrs de ces massacres, à leur position héroïque, historique et noble. Et toujours dans le cadre des derniers préparatifs et à J-50 de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran, dont le coup d'envoi est prévu pour le 25 juin prochain. Une conférence de presse animée par Mohamed Aziz Darouez, le commissaire des Jeux méditerranéens, et le vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens, Bernard Amsalem. Elle s'est tenue hier cette conférence de presse. Plusieurs points ont été évoqués. Et les détails avec Yamina Saïdji. Le commissaire des Jeux méditerranéens Oran 2022, Mohamed Aziz Darouez, et le vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens, Bernard Amsalem, ont animé une conférence de presse conjointe à l'issue des rencontres de coordination entre le Comité international et le Comité d'organisation d'Oran. Objectif, revenir sur les derniers préparatifs et inspecter les infrastructures et les équipements en cours d'achèvement. Nous avons constaté la satisfaction des représentants du Comité international des Jeux méditerranéens au sujet des préparatifs de cette édition, ce qui constitue pour nous un soutien moral. Donc nous avons plutôt bien avancé et aujourd'hui, nous sommes davantage optimistes sur l'organisation de ces Jeux et sur leur réussite dans quelques semaines ici à Oran. Toutes les infrastructures réalisées ou réhabilitées sont prêtes à abriter les différentes épreuves de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Il ne reste que quelques équipements à installer dans les prochains jours, de quoi rassurer les membres du comité international. Toutes les infrastructures sportives répondent aux normes internationales. Elles sont à la hauteur de l'événement et réalisées selon les spécificités internationales et légales en vigueur dans le monde sportif. Nous avons visité le complexe olympique et le centre de tir. Les travaux ont très bien avancé. Nous sommes fiers de l'avancement des travaux. Nous espérons que cette 19e édition sera une réussite pour Oran et l'Algérie tout entière. Des réunions avec les 12 commissions relevant du comité d'organisation ont été tenues pour examiner les derniers préparatifs de cette 19e édition des Jeux méditerranéens, en attendant la dernière visite des membres du comité international programmée du 28 au 31 mai prochain. Infrastructure sportive, une fois achevé, il pourra accueillir plus de 40 000 spectateurs. Le stade de Bura, dont le chantier a été repris par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme pour rattraper les retards cumulés dans les travaux de réalisation de cette infrastructure sportive. Reportage Hicham Sadoudi, commentaire Mrim Demis.
Ils sont à pied d'œuvre. Ils travaillent nuit et jour pour rattraper le retard accumulé dans la réalisation du stade de Douira. Les travaux du chantier ont été suspendus pendant plusieurs années. À présent, toutes les facilitations ont été accordées pour livrer l'infrastructure dans les plus brefs délais. Nous avons payé tous les arriérés au profit de l'entreprise chinoise en charge de la réalisation. La Société nationale de travaux publics, la SNTP, a été désignée pour prendre en charge les travaux relatifs aux infrastructures routières et aux différents réseaux. Un nouveau bureau d'études a été chargé de poursuivre la réalisation des travaux et assurer l'aménagement du stade et son équipement selon les normes internationales. Notre mission a commencé dès que les études ont été réactualisées suivant les normes FIFA 2011 afin que le stade soit agréé par l'instance internationale de football. Il peut accueillir 40 000 spectateurs. Il s'étend sur une superficie de 38 hectares. Il y a la zone mixte, les vestiaires, les sanitaires et les passages entre les tribunes. Sachez qu'il y a plusieurs normes de sécurité de la FIFA à respecter. Accélérer la cadence de réalisation des travaux en traçant un plan de travail rigoureux et garantir une organisation sans faille, sont désormais les défis à relever par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Toutes les entreprises en charge ont été incitées à travailler avec un système de 3x8 pour rattraper le retard enregistré et pouvoir ainsi réceptionner le projet dans les délais impartis. Toutes les réserves entravant la réalisation du stade sont désormais levées. Les responsabilités de chaque partie ont été définies pour réussir enfin à livrer ce méga projet tant attendu dans les temps. Considéré comme wilaya leader dans le secteur de la production d'aliments de bétail, Menea enregistre la production de plus de 2,5 millions de quintaux d'aliments de bétail en silage. Elle permet même de couvrir les besoins locaux en fourrage. Les détails avec Camélia Bellal. Avec une production de plus de 2,5 millions de quintaux d'aliments de bétail en silage, la wilaya de Menea offre des perspectives prometteuses pour le développement de cette filière, une production satisfaisante qui a pu couvrir les besoins du marché local et national. Notre production totale d'aliments de bétail en silage est de 85 000 quintaux. Nous avons récolté 15 000 quintaux de maïs fourrage en silage. Quant à la production de l'orge en silage, elle est estimée à 12 000 quintaux. Plusieurs wilayas comme Tamerast et Alger viennent chez nous pour s'approvisionner en aliments pour bétail. Nous comptons une superficie agricole de 5200 hectares dédiée à la culture du maïs fourrage en silage. La production est quant à elle estimée à 2,5 millions de quintaux. Nous approvisionnons 38 wilayas. Grâce à d'importantes ressources hydriques et une terre généreuse, les agriculteurs de la région font un pari pour l'avenir, transformer leur région en pôle agricole. La fertilité du sol et la qualité de l'eau nous a permis d'avoir une bonne récolte en aliments pour bétail. Les efforts consentis par les agriculteurs algériens pour augmenter la production en silage de fourrage contribuent à faire de Menea une région agricole par excellence. Et on reste dans l'investissement, la pisciculture ou l'élevage de poissons en eau douce, saumâtre ou salée, a été intégré à l'agriculture à Relisen, une filière sur laquelle tablent les ressources halieutiques de la wilaya. Je vous propose l'exemple d'un opérateur de Zemmoura, chirurgien dentiste et de métier, qui s'est lancé dans ce domaine, nous dit Amel Barba. Bien qu'il exerce un métier de chirurgien dentiste, Kahel Ben Aïssa, enfant de Zemmoura à Relisen, reste profondément attaché à la terre de ses ancêtres. Ambitieux, il a développé avec son fils Oussama un projet de pisciculture intégré à l'agriculture. Une expérience couronnée de succès.
Je suis fils d'agriculteur et j'aime l'agriculture depuis ma tendre enfance. J'ai eu la chance d'acheter cette parcelle de terrain où j'ai commencé par cultiver des grenadiers. Par la suite, j'ai eu l'idée d'intégrer une activité de pisciculture qui offre de nombreux bienfaits. L'élevage de poissons dans des bassins d'irrigation enrichit les eaux en engrais naturels, ce qui permettra d'abandonner progressivement les engrais chimiques. J'ai choisi ce domaine pour apprendre et approfondir mes connaissances et développer une activité fructueuse. En tant qu'étudiant, j'ai bénéficié d'un stage de formation programmé par l'université dans cette ferme aquacole à Zemmoura. Les services de la pêche et des ressources halieutiques de Relizane ont mis en place une stratégie d'accompagnement et de formation au profit des agriculteurs désireux d'intégrer cette filière. Les services de la pêche et des ressources halieutiques de Relizane ont lancé depuis 2016 des sessions de formation en pisciculture au profit d'environ 150 agriculteurs. Nous leur assurons aussi un accompagnement, notamment pour une extension de leur activité. La pisciculture intégrée en milieu agricole, un créneau porteur sur lequel misent les services de la pêche et des ressources halieutiques pour promouvoir l'investissement dans l'aquaculture et la consommation de poissons d'eau douce. Créée il y a 80 ans, l'école coranique à Tahiria est toujours en activité et résiste au temps qui passe grâce à son double rôle dans le rayonnement de la pensée islamique et l'apprentissage du Coran. L'école coranique à Tahiria d'Adrar a formé plusieurs générations en leur inculquant notamment l'amour de la religion, mais également l'amour de la patrie. Son fondateur, Cheikh Tahiri, a cultivé la passion de la patrie avec ses disciples. Les archives témoignent d'une correspondance qui défend l'unité notamment territoriale, notamment avec le poète de la Révolution, Moufdi Zakaria. Reportage signé Wahib Mzouj, commentaire Abdelmajid Ben Qassi. C'est en pleine période coloniale que le Moudjahid et Cheikh Moulay Ahmed Tahiri El-Idrissi a ouvert son école coranique sur la demande et l'insistance des notables de la région. Cette école fut un rempart derrière lequel les habitants du Touat se sont réfugiés. Il avait joué un rôle très important dans le mouvement national et durant la guerre de libération depuis son déclenchement et en particulier à son arrivée dans la région en 1956. Ahmed Tahiri a formé beaucoup d'élèves qui ont rejoint grâce à lui les rangs de la révolution. Il avait par ailleurs entretenu plusieurs correspondances avec les moudjahidines et les militants. Parmi les correspondances, celles qu'il avait eues avec le poète de la révolution, Moufdi Zakaria. Le Cheikh Tahiri a joué un grand rôle dans l'anéantissement de l'idée de la séparation du Sahara algérien avec le nord du pays. Parmi les annexes les plus connues de cette école, nous pouvons citer l'école Cheikh Belbey Bel'Alam à Aoulef, ensuite l'école Tasfaout, dirigée par le calife et élève du Cheikh Sidi El-Habib Bel'Habib et dont l'élève actuellement n'est autre que Sidi Moulay El-Hajj. Nous avons aussi l'école Cheikh El-Hajj Mohamed El-Kunti qui relève de la Zawiya del-Kunta et il existe bien d'autres lieux d'apprentissage à Timimoun, à Sba, à Insalah et à Taman Rasset. Nous comptons près de 36 annexes relevant de la Zawiya Tahiriya. Après l'indépendance, la Zawiya Tahiriya sera dirigée par le fils du cheikh fondateur, le cheikh Moulay Abdallah Tahiri El-Idrissi, qui a été lui-même l'élève de l'Uridi, cheikh Moulay Sidi Mohamed Belkibir. Nous avons consacré toute notre vie à l'apprentissage d'un islam modéré et au rite malikite. Nous avons donc unifié le rite, le concept, la vision et nos rangs pour rester unis. L'école est également dotée d'une bibliothèque de manuscrits que le cheikh a ramenés dans le Touat à l'issue de ses voyages à Tombouctou et en Mauritanie. Il y a aussi d'autres livres offerts au cheikh à Inzigamir et d'ailleurs qui sont aujourd'hui célèbres ici dans le Touat. 80 ans après sa création, l'école est toujours en activité et résiste au temps qui passe grâce à son double rôle dans le rayonnement de la pensée islamique et de l'apprentissage du Coran. Vous l'aurez remarqué, nous célébrons avec vous le mois du patrimoine qui se poursuit jusqu'au 18 mai et halte
pour parler du haïk. Ce vêtement ancestral féminin porté par la femme algérienne dans les différentes régions du pays. Dans toute sa diversité, le haïk est synonyme notamment de féminité et de pudeur, mais également de résistance. Ce haïk était utilisé également par les moudjahidines pour dissimuler les armes et exécuter leurs opérations lors de la guerre de libération nationale. Anissa Bouzid, reportage. Patrimoine vestimentaire algérien par excellence, le haïk est étroitement lié à la vie citadine et son histoire remonte à l'époque ottomane. C'est très important de rappeler qu'il fait une partie intégrante de notre patrimoine, notre culture. Bon, il a disparu, c'est normal parce qu'on évolue et les choses... Il n'était pas pratique parce qu'à l'époque, la femme ne sortait pas. Et elle ne travaillait pas, donc elle ne sortait que pour l'occasion. Le haïk a également symbolisé la résistance de la société algérienne au pouvoir colonial. Il a aidé dans le transport des armes, parce qu'à l'époque, il ne s'imaginait jamais que la femme aurait joué un rôle aussi important. Elle a été aux côtés de l'homme. À tout moment, elle a toujours été aux côtés de l'homme. C'est ça qui fait la particularité de l'Algérienne d'ailleurs. Il n'a pas servi qu'à la Casbah. Il a servi aussi Filjbel pour le transport, les denrées alimentaires, parce qu'il n'y avait pas les moyens. Et il a servi même de linceul. Même si aujourd'hui la réapparition du haïk semble peu probable, il n'en demeure pas moins que des tentatives de le ressusciter se multiplient, à l'exemple de l'association Ahmed Dzaïr. Nous, on est dans la transmission du patrimoine, c'est un des volets qu'on développe. Et donc, on a fait beaucoup d'ateliers. Justement, on apprend aux jeunes filles comment porter le haïk. Partout en Algérie, on mettait le haïk, mais la façon de le porter, le tissu, le tissage était différent. Ça dépend des régions et puis de la situation sociale aussi. Parmi cette panoplie de haïk, un type de voile a connu un grand succès. Il s'agit du haïk marma, souvent associé à la beauté féminine et a inspiré beaucoup de poètes et de chanteurs chabi. Il est que la façon de le porter, on met sur la tête, on prend les deux pans, il faut qu'ils soient ex aequo. On fait ça, on fait ça. La pointe, et voilà, ça c'est sur la jarre. Maintenant pour mettre la jarre, je mets ça et un élastique, c'est plus pratique. Hein. Et aussi la jarre, voilà. La pointe, elle est là et on le redescend légèrement par là. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut qu'il soit descendu sur les pommettes pour avoir des beaux yeux. Tout est... Voilà, tout est étudié. Donc voilà, voilà mon hadjar. Magnifique. Voilà, c'était l'édition du Midi. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. L'information revient sur Canal Algérie à 19h avec l'édition du soir. Signé Kamel Souik. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.